Voilà, on se retrouve pour parler économie. Nous attendons Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Merci Philippe Chalmin de nous avoir rejoints. Vous êt professeur à Paris-Dauphine. Votre dernier livre, c'est Demain, j'ai 60 ans, un journal 2010-2011 aux éditions Bourrin. La campagne est revenue sur le terrain de l'économie, ou en tout cas de la finance, avec les échanges un peu violents, les menaces à peine voilées. Depuis que François Fillon les a lancés la semaine dernière, Nicolas Sarkozy le répète, c'est le chaos qui menace la France si François Hollande ou la gauche arrivait au pouvoir. Avant de réagir, je vous propose d'écouter justement ce qu'a répété aujourd'hui Nicolas Sarkozy et la réponse de François Hollande, celle qu'il faisait déjà hier soir sur le plateau de France 2. Si demain il y a une crise de confiance, les mêmes prêteurs diront « on vous prête, mais pas à 3%, au double ». Qui paiera? C'est le peuple de France. Donc aujourd'hui, un homme politique digne de ce nom n'a pas le droit de nier la réalité. Il doit la regarder en face et dire au pays « voilà ce qu'on doit faire ». C'est pas moi qui ai perdu le triple A. Ce n'est pas moi qui présente un bilan avec une dette publique de 600 milliards d'euros augmentée. Ce n'est pas moi qui supporte le triste privilège de présenter un déficit du commerce extérieur de 70 milliards d'euros. Quelles mesures, donc les mesures, écoutez, qui sont celles que nous devrons prendre, c'est notamment par rapport aux produits financiers qui sont sans rapport avec l'économie réelle. Il ne peut pas y avoir de spéculation entretenue par le système financier par rapport à nos emprunts d'État. Alors, comment vous recevez cette polémique, Philippe Chalmin? Vous trouvez qu'elle est justifiée? Alors, bon, elle est très française, et notamment toute la sortie sur la spéculation. Et au fond, en France, on n'a jamais totalement compris, on n'a pas admis que dans un monde instable, on se trouvait toujours en situation de devoir anticiper le lendemain. Et anticiper le lendemain, c'est par définition une forme de spéculation. Quand les marchés financiers spéculent, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent simplement une sorte de consensus de l'ensemble des observateurs de ce qu'ils pensent que sera demain. Et donc, il est assez logique qu'ils cherchent à anticiper le bon et le mauvais. La spéculation, elle est au cœur de nos vies, elle est au cœur, je dirais, de la planète, dans la mesure où nous sommes dans un monde qui n'a jamais été aussi instable. Donc, fustiger la spéculation, et honnêtement, on la fustige autant que l'on soit de droite ou de gauche. En France, tout le monde est d'accord pour dire c'est mal la spéculation. Oui, mais est-ce que la situation politique française peut occasionner un nouveau démarrage des spéculations, des attaques contre la France, concrètement? Écoutez, il y a quand même... Alors, d'un côté, François Hollande a raison, dans la mesure où la situation française s'est détériorée du fait de la crise. Nous ne sommes pas les seuls, il n'y en a qu'un qui a gardé son rang, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne a fait toutes les réformes nécessaires sous Schröder il y a déjà plusieurs années. Donc, mais par contre, là où Nicolas Sarkozy n'a pas tort, c'est que le flou d'un certain nombre de propositions, et notamment celle du candidat Hollande, disons-le tout net, ce flou est tel aujourd'hui qu'on peut quand même s'interroger. Lorsque François Hollande dit « je vais aller à Berlin remettre en cause et renégocier le traité européen », de grâce, les marchés, ils rentrent dans une zone d'incertitude, et l'incertitude, pour les marchés, c'est de l'argent, c'est pas purement de la spéculation. Mais ce qui est quand même important, et au fond, moi je ne suis pas mécontent en tant qu'économiste de ce débat, parce que ça oblige enfin la campagne à revenir sur le réel. Et le réel, c'est qu'au lendemain de l'élection, que ce soit François ou Nicolas, on ne rasera pas gratis. Justement, sur l'agitation de la menace de la spéculation, vous avez vu aussi la réponse des amis de François Hollande, c'est finalement, il travaille contre la France en menaçant la France de spéculation, tout comme l'Espagne a très mal perçu lorsque Nicolas Sarkozy a dit « regardez ce qui se passe en Espagne, ça va se passer en France », alors que l'Espagne se défend, essaye de se battre et de prendre des mesures contre justement les attaques et contre les marchés. Mais l'Espagne est un peu victime de cet effet de domino. C'est vrai que les marchés,
ça ressemble aussi de temps en temps, dans le très court terme, à des vautours. Bon, ils étaient perchés sur la Grèce, et puis la Grèce leur a échappé, ils regardent le maillon faible suivant. Et sur l'Espagne, c'est un peu injuste, car effectivement, l'Espagne va être en récession, mais l'Espagne, quand on voit la crise de l'immobilier qui a été la sienne. Imaginez qu'en 2006, il se construisait 1 million de logements par an en Espagne, on est tombé à 60 000. Le système bancaire espagnol a extraordinairement résisté. Et je dirais qu'il me semble, rationnellement, que l'Espagne n'est pas le maillon le plus faible. Monti est en train de faire des choses en Italie, et au fond, ce que l'on attend, c'est que le prochain président, au-delà de ses promesses électorales, au-delà de dire je vais ramener la retraite à 60 ans ou je vais plafonner le prix de l'essence, eh bien, il va falloir que dans ces 100 premiers jours, il nous fasse ce que Monti est en train de faire en Italie, ce que Schröder a eu le courage de faire dans les années 2004-2005. Alors, je reviens encore sur cette affaire de spéculation. Apparemment, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on dit carrément que les taux d'intérêt vont doubler. Les taux d'intérêt de la dette vont doubler. Et la réponse de François Hollande, c'est je dominerai la finance. Non, alors là... Nicolas Sarkozy exagère. Effectivement, doubler les taux d'intérêt, c'est ce qui arriverait si la France se trouvait ramenée au niveau de l'Espagne et de l'Italie. Ça n'est pas encore, et loin de là, le cas. Par contre, François Hollande, quand il dit « je dominerai la finance », mais enfin c'est fini le temps où l'on pouvait raisonner petit village gaulois, gentil hexagone, et puis on va se battre avec des balistes contre l'envahisseur des marchés romains. C'est totalement fini. Nous sommes sur un marché mondialisé, et c'est vrai quelque part que lorsque Nicolas Sarkozy dit « bon bah écoutez, comme nous sommes endettés, il faut que nous fassions appel au marché, et donc nous sommes soumis à leurs contraintes », eh bien, il est clair, quelque part, que cette contrainte, nous la vivons, et tout François Hollande qu'il est, il ne pourra pas lever l'hypothèque que vont faire peser sur lui les marchés, notamment dans ses premiers pas s'il était élu. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, merci de nous avoir rejoints. Vous présidez le Cercle des économistes, vous avez publié notamment avec Olivier Pastret Droite contre gauche, et puis il y a aussi un ouvrage sur le rajeunissement et le vieillissement de la France. Mais revenons sur cette affaire, justement, l'actualité de la campagne, cet échange, on l'a longuement évoqué avec Philippe Chalmin, Nicolas Sarkozy qui dit, et ses amis et François Fillon, disant la spéculation va reprendre, la France sera attaquée, les taux d'intérêt vont doubler si François Hollande arrivait au pouvoir. Vrai ou faux? Qu'en pense un économiste? Comment regarde-t-il cette polémique? Je ne crois pas du tout à tout ça. Je crois que quand on observe de manière soigneuse l'évolution des taux d'intérêt sur des pays qui ont été macroéconomiquement, pas politiquement, macroéconomiquement un peu soumis à tension, le cas de l'Espagne et de l'Italie, on s'aperçoit que l'évolution des taux d'intérêt a été en fait assez forte, liée à des problèmes qui étaient des problèmes en réalité de croissance très faibles, que par ailleurs la politique de la Banque Centrale Européenne, donc un problème européen, a été très habile, a permis finalement de racheter de la dette par le système bancaire du pays, et que, oui, dans les faits, il y aura forcément il y aura de l'agitation, quel que soit le candidat. Des turbulences. Il y aura des turbulences sur les marchés le 7 mai, c'est ça que vous dites? Le 7, le 8 et le 9 oui, enfin, et le 12. À partir du 7. Donc ça doit être le week-end. mais évidemment, mais en réalité, les taux d'intérêt seront dans les faits liés à des engagements des candidats, et en l'occurrence François Hollande s'engage à baisser de manière assez régulière ses déficits, avec une croissance qui reste quand même un tout petit peu meilleure, elle est très faible, mais un petit peu meilleure que ce qu'on pouvait imaginer, donc je n'imagine pas du tout de scénario de catastrophe. Polémique purement politicienne et sans fondement économique ou financier précis. Je trouve que par ailleurs, les gouvernements français doivent être très attentifs à conserver cette image qui permet de ne pas avoir de hausse des taux d'intérêt. Donc si vous voulez, c'est un problème qui existe. Il faut être crédible par rapport au marché. J'imagine que c'est ce que Philippe Chalmin a indiqué, mais il n'y a pas de raison que le programme de François Hollande apparaisse comme être d'un détonateur brutal de marché qui deviendrait... Oui, mais sans faire polémique, c'est vrai que le programme de François Hollande reste quand même un petit peu flou
en ce qui concerne un certain nombre de promesses. Et notamment le traité européen, le disiez-vous. Il y a notamment ce fait que... Alors, il l'a dit au début de la campagne, je ne sais pas s'il le pense encore aujourd'hui, c'est de remettre en cause le traité européen. Ça, justement, c'est le genre de choses qui peuvent inquiéter les marchés, dans la mesure où... C'est pas sur l'affaire du traité européen. Il y a la lettre et la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde va le remettre en cause. L'équipe Osborne, Mario Monti, c'est-à-dire le Premier ministre britannique et le Premier ministre italien, ont indiqué ce que n'importe quel économiste talentueux comme toi, c'est qu'on ne peut pas conserver une situation, mettons, à l'espagnol pendant 2 ans, parce qu'il y aura une crise sociale. Donc il faut évidemment compléter, ça veut dire c'est une évidence, ça n'a rien à voir ni avec M. Hollande, ni avec M. Sarkozy. Il est évident qu'il faut compléter le dispositif existant, qui est celui de l'engagement de réduire les déficits, par un volet qui est un volet en réalité de financement européen d'éléments de reprise. Parce qu'on ne va pas avoir 24% de chômage en Espagne. C'est encore plus facile de parler de l'Espagne. 24% de chômage pendant 2 ans, c'est pas possible. Donc, parce qu'il y aura une crise sociale. Nous sommes bien d'accord, mais la manière dont François Hollande avait présenté la chose au départ, c'était plus dans le sens d'une sorte de détricotage que ce sur quoi je suis totalement d'accord, c'est-à-dire la nécessité d'un approfondissement. D'un nouveau chapitre dans le traité, plutôt. Nous sommes au milieu du gué, donc il faut avancer. Et on a eu un peu l'impression qu'il y avait du recul. J'ai peur que ce soit une des interprétations que puissent avoir les marchés. Alors l'autre question, c'est est-ce que on a eu le sentiment d'être dans la mondialisation pendant cette campagne? Moi, j'ai pas eu le sentiment qu'on était dans le reste du monde, on a quand même été très franco-français. Peut-être à juste titre, peut-être non. Et en tout cas, bon, je voudrais revenir à François Bayrou qui a reproposé aujourd'hui son produire français. On va l'écouter. Il a essayé d'expliquer de quelle façon concrètement ça pourrait se faire. Le produire en France sera notre réponse stratégique aux questions d'emploi, si étonnamment absentes de la campagne électorale, et de pouvoir d'achat. Et donc, pour nous, l'objectif essentiel, pas seulement principal, mais vital du pays, cet objectif essentiel, c'est recommencer à produire chez nous, recommencer à produire en France. Gérard Lorenzi. Ce qui est très intéressant, c'est que le monde occidental, l'OCDE, États-Unis et Europe, découvrent qu'il a quand même perdu beaucoup de substance, capacité de produire. Et donc, on voit à travers cette affaire d'intervention de M. Bayrou, qui est conseillé par un économiste tout à fait talentueux, qui est Robert Rochefort, on voit bien que le besoin, qu'il soit français, belge, allemand ou américain, ce besoin de récupérer un peu de substance et de capacité de production, il est évident là aussi. On a passé 10 ans à privilégier le consommateur dans tous nos pays, en disant c'est formidable, on va avoir des téléviseurs haute définition qui sont pas chers. Et puis, je veux dire, le même consommateur, il est par ailleurs producteur, il se trouve qu'il n'a plus de boulot, donc on découvre partout qu'il faut reprendre la main. Alors il faut le reprendre. La vraie question, c'est comment on la reprend, où on la reprend, dans quel secteur, comment est-ce qu'on investit, comment on finance tout cela, comment on utilise notre deuxième atout. On a 2 atouts en France, notre jeunesse. C'est un objet qui est évidemment très fort en Europe, et puis une épargne très importante. Et donc, il faut arriver à mobiliser cette épargne et cette jeunesse de manière à bâtir le système de demain. À repartir, mais alors, moi, je trouve que le produire en France, c'est un slogan, mais j'en aurais un autre que je préfère de beaucoup, c'est inventer et créer en France. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous ne ramènerons pas un certain nombre d'activités de production. Je rappelle toujours, et c'est à tarte à la crème, l'exemple d'Apple, l'iPhone, l'iPad. Ils ont été créés, inventés aux États-Unis, et ils rapportent aux États-Unis. Qu'ils soient fabriqués ailleurs, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Donc, c'est beaucoup plus créer, inventer, innover en France qui est important. Produire, certes, et il faut garder une base industrielle, mais ne nous faisons pas d'illusions. Là non plus, on ne restera pas gratis demain. Alors, juste pour ne pas contredire Philippe Chalmin, que j'aime beaucoup, mais peut-être 2 remarques par rapport à ça. La première remarque, c'est que nous passons notre temps à admirer l'Allemagne. D'ailleurs, à juste titre. Qui produit. Qui
est passé de 25% de sa population active dans le secteur industriel à 30%. Ce qui veut dire que l'avenir n'est pas écrit. Deuxième point, je pense que Philippe Chalmin a raison d'employer ces termes d'innovation, de création, mais il se trouve qu'à un moment où il faut avoir la maîtrise d'un processus de production et c'est les bouts du segment de production qu'il faut conserver. Merci beaucoup à tous les deux. On en refera des débats économiques, bien sûr, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Restez avec nous. Dans un instant, après le journal de Jean-Rémy Baudot, on parlera du climat de la campagne avec le publicitaire Jacques Séguéla, le politologue Roland Quérol. À tout de suite.